Ça, c'est la gueule que j'ai faite à la fin du film. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Astier a mis les pieds dans le plat, pour le coup. Au moins, il y a des choses à dire. Et je me suis mis en tenue pour respecter celle du roi Arthur dans le film, les trois quarts du temps. Ça fait 4 ans depuis la sortie du premier film, et 16 ans depuis la fin de la série, à usage près, comme dirait l'autre. Bon, je pense qu'on peut avoir une vague idée de la situation, à savoir, est-ce que Alexandre Astier est pas un peu parti trop loin dans ses délires, ou est-ce qu'il a enfin raccordé les wagons avec les fans de la première heure? Sans trop en dire, je pense que la réponse c'est les deux à la fois. Et on va voir ça tout de suite. Comme vous, j'étais un peu perplexe au vu des bandes annonces, au vu de la situation, hein, le départ entre guillemets de Franck Pittiot de la série. Est-ce que Perceval n'avait-il pas un rôle à la mesure de l'implication qu'il est censé avoir dans l'authentique récit des aventures de la table ronde, de la quête du Graal, etc. Ah, je vais faire un effort, mais c'est juste parce que faut pas spoiler, etc. Ok, 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 je vais rien dire pendant la première partie. Le film, putain, ça me fait presque un effet Star Wars 8, mais sans le côté insultant. C'est que, contrairement à Ryan Johnson, Alexandre Astier aime réellement ses comédiens, et il aime réellement sa saga, il aime réellement ce qu'il est en train de raconter. Ce qui n'était pas le cas de Ryan Johnson dans Star Wars 8, parce que je faisais un parallèle l'autre jour en me disant... Ouais, ouais, bon, Alexandre Astier, il est un petit peu sûr de lui, là, dans les interviews. Il nous met un petit peu au défi, etc. Ouais, si vous aimez pas le film, c'est que vous aimez pas ce que je fais. Et donc, en gros, cassez-vous, vous trouverez rien de mieux. Bon, il y a ce côté film d'auteur qui se veut assumé, avec des grands moyens. En fait, ce qui était plus ou moins prévu depuis la fin de la série. Et vu le premier film, on était en droit un petit peu douter du deuxième. Les pérégrinations dépressives du roi Arthur au cours du livre 5, je trouvais ça très intéressant. Sur le livre 5. Le livre 6 était parti sur un énorme flashback, on s'en souvient tous, hein, le flashback 15 ans avant Camelot, qui était très intéressant à suivre, et qui pour le coup rafraîchissait l'ensemble, c'était bien. Par contre, le premier film, c'était un petit peu livre 5 bis. Le personnage d'Arthur, sur lequel on centre les trois quarts de l'intrigue, n'évolue pas plus que ça, parce qu'à la fin du film, bon, spoiler, il cherche encore à se faire buter. Donc, quand tu démarres les bandes annonces avec un roi Arthur qui replante l'épée à nouveau et qui est en mode je m'en bats les couilles, rien que sur le plan narratif, t'es en droit d'émettre de sérieux doutes quant à la suite, sachant qu'on arrive déjà à la moitié de la saga, et bon, il serait temps que les choses avancent concrètement. Sur le plan du scénario, oui d'accord, Arthur a repris le pouvoir, Lancelot a été dégagé, mais il n'y a pas eu de vraies grosses conséquences. On était en droit d'attendre mieux pour le premier film, mais dans le bénéfice du doute, le second est censé éclaircir ces quelques zones d'ombre. Et c'est là qu'on arrive sur la qualité du deuxième film par rapport au premier, c'est que... Alors, je l'interprète comme ça, je dis pas que j'ai raison. J'ai l'impression qu'Alexandre Astier nous a fait un film qui parle beaucoup plus d'Alexandre Astier que de sa saga Camelot en sous-texte et pas sur le plan narratif. Alors, je fais peut-être un tunnel inutile. J'ai l'impression qu'il a très mal pris les critiques qui ont été adressées concernant le premier film et qu'il a décidé de se dire bon, ok, vous aviez un problème avec ma mise en scène qui était trop théâtrale, pas assez filmique. Ok, bon, c'est quoi en fait qui vous a pas plu dans le premier film? Bon, c'est que tout est centré sur Arthur et que l'histoire n'avance pas bien. Surtout quant au fait qu'il n'y a pas d'épique et que après plus de 10 ans, pour un récit qui se veut dans un univers d'heroic fantasy, vous vous payez un petit peu notre gueule, monsieur Alexandre Astier, à nous sortir 2-3 effets spéciaux par-ci,
Surtout, bon, une forteresse de Camelot qui n'est franchement pas impressionnante en 3D au vu des moyens modernes accordés au film. En gros, vous avez été un petit peu une grosse feignasse, monsieur Alexandre Astier, sur le plan de la mise en scène. Ça vous dirait de, je sais pas, faire un film? Je suis toujours dans l'interprétation du rôle. Et là, t'as Alexandre Astier qui se fait ok, tout ce pourquoi j'ai mis les moyens, vous êtes pas content, vous vous foutez de ma gueule en disant j'ai pas fait de film. Ok, ok, bah, cette fois-ci, on va faire exactement l'inverse, on va faire les choses bien, de A à Z, et je vais tellement bien faire les choses que vous allez rien avoir à dire. C'est-à-dire que, vous voyez vos critiques? Poubelle. On va renouer avec les dialogues originaux de la série, on va refaire les choses à l'ancienne, tout ce que vous aimiez, avec ce petit côté piquant entre les personnages qui jouent au ping-pong, cette manière de trouver du répondant à tout le monde dans des situations un petit peu étranges parfois. Il arrive à créer de l'alchimie avec des personnages qu'on n'attendait pas particulièrement, avec des nouveaux personnages, mais qui pour le coup s'insèrent correctement au récit en comparaison du premier film. D'ailleurs, j'avais une grosse critique à faire au premier film, à savoir qu'il y avait beaucoup trop de personnages qui s'intégraient pas particulièrement dans le récit, parce que je rappelle encore une fois, Arthur prenait les trois quarts du film, et donc il débarquait et il repartait comme des énormes PNJ, des personnages fonctions, et que ça se voyait trop. Le premier film aurait gagné à avoir au moins 1 heure de plus, histoire d'étoffer un petit peu toutes ces sous-intrigues et ces personnages fonctions. Et étrangement, je crois savoir que ce second volet est en 2 parties. C'est peut-être qu'une théorie, peut-être que tout ce que je raconte c'est de la merde depuis le début, mais c'est comme ça que je l'interprète. Le besoin viscéral de faire apparaître énormément de monde, parfois même de la famille. D'ailleurs, j'ai vu la polémique là-dessus, comme quoi c'est du Astier partout. Depuis le début de la série, c'est du Astier partout. L'interprétation était là, c'était très cool. On a kiffé les dialogues, on a kiffé l'écriture. Tu me prendrais un univers qui se déroule dans notre monde moderne et pas dans l'univers de la chevalerie, de la fantaisie, avec des dialogues comme ça et une écriture comme ça, je prends, hein, je m'en bats les couilles de savoir que c'est la table ronde. Personne, je pense, ne regarde Camelot, n'est fan de la série Camelot, juste parce que c'est la table ronde et parce que ça reprend la légende arthurienne. On s'en fout. Ce qui est marquant dans l'écriture d'Astier, c'est sa capacité à créer des dialogues vraiment savoureux et à malgré tout réussir à nous prendre par les sentiments, à nous prendre par les émotions par rapport à ce qui peut traverser nos personnages. C'est qu'on sait que ce ne sont pas des coquilles vides. Ils sont interprétés d'une manière et ils sont écrits d'une manière qui nous les rend bien vivants. C'est ce qui rendait le livre 5 particulièrement marquant sur le plan dramatique. Et là, en fait, ce deuxième film, cette première partie du deuxième volet, c'est chiant à force de le répéter, renoue parfaitement avec cet aspect-là de la série. Et donc, je comprends en partie l'idée selon laquelle, si vous aimez pas ce film, vous aimez pas Camelot. Pour rester sur des bases très théoriques, hein, sans vous spoiler, on peut en conclure que le film est excellent pour les fans de Camelot et que c'est enfin ce qu'on a attendu depuis la fin de la série. Avec les moyens, avec la mise en scène, les dialogues, le rythme, et surtout le fait qu'on ne s'attarde pas 10 ans sur Arthur. Parce que, encore une fois, hein, si c'est bien fait, je prends. Je pense sincèrement que si Astier devait refaire le premier film, il le referait en deux parties exactement comme le deuxième. Ce qui m'amène à théoriser d'avance que le troisième volet sera lui aussi en 2 parties. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de le faire de cette manière? Est-ce qu'il est possible de faire autrement déjà? C'est la grande question. Est-ce qu'un film de 4h30, voire 5 heures, serait bien passé dans les salles de cinéma avec l'attention des gens aujourd'hui? Je vous donne pas la réponse, vous la connaissez tous. En fait, la quête de sens des chevaliers dans ce film euh, renoue directement avec des thèmes très profonds qui ont déjà été abordés dans la série, mais qui, pour le coup, comme la majeure partie du cast a pris beaucoup d'âge, nous permet d'étoffer un petit peu le côté, disons, héritage, ou du moins suite directe, ou nouvelle génération. T'as un vrai accent qui est mis sur la nouvelle génération comparée à l'ancienne, et pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ils se foutent sur la gueule, même si évidemment il y a des bisbilles. Il y a une volonté de raconter quelque chose avec une nouvelle génération qui part à l'aventure et qui a des rêves plein la tête et qui a des choses à faire, des choses à dire. Et autant dans le premier film,
Ça m'est passé comme ça. Vite fait, on nous laisse entendre qu'ils sont importants par la suite, mais en fait, j'ai pas été impliqué émotionnellement dans toute la jeunesse d'acteurs et d'actrices qui ont débarqué dans le premier film. Là, pour le coup, étant donné que ce volet 2 est en 2 parties, Alexandre Astier a enfin pu prendre le temps de nous raconter les choses avec un rythme correct et donc de nous donner un peu plus envie d'en savoir plus concernant les aventures de ces personnages. Et là, je vous amène à la fin du film, toujours sans spoiler, rassurez-vous, vous risquez d'être surpris. Ça veut dire qu'il a réussi son pari? Bah justement, c'est là où je suis incapable de vous répondre. Pourquoi? Parce que c'est la première fois de ma vie, et je pèse mes mots, que la fin du film me laisse totalement sur ma fin. En fait, ce n'est pas une fin de film. Ça a déjà été dit dans les interviews. Seulement, vous partez du principe naturel que quand vous regardez un film, même s'il s'inscrit dans une duologie, un film en 2 volets, enfin un volet en 2 films, ça commence à devenir chiant, hein. Avouez. Vous partez du principe que, bon, vous avez payé votre séance, vous allez voir un film complet. Et même s'il y a une suite directe qui se situe juste après, ce qui a été énoncé dans les interviews d'Astier, dans les divers médias où il est passé, on se dit toujours, bon, il va y avoir un climax de fin, on est habitué au code. En fait, le film se termine au milieu de l'acte 2. Démerdez-vous, allez voir le film, vous allez comprendre. En clair, de par le synopsis du film, avec un départ à l'aventure des chevaliers qui doivent prouver leur valeur, etc., on se dit, bon, il y aura des groupes qui vont partir dans tous les sens et ils vont vivre leurs petites aventures dans leur coin. Ok, c'est sympa. Il y a plein de sous-intrigues, du coup, dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment d'intrigue principale, à part le délire des dieux qui arrête pas d'emmerder Arthur depuis plus de 15 ans. Mais t'es en droit de te dire, il y aura au moins un climax principal, un combat, n'importe quoi. Bon, on est en droit d'attendre un combat, on est en droit d'attendre quelque chose qui nous surprenne et qui nous dise, ok, vous avez attendu plus de 2 heures de film pour obtenir quelque chose. Non, j'ai vérifié, aucune des intrigues du film n'est résolue. C'est une performance que je n'ai jamais vue de ma vie. J'ai aucun exemple d'un film qui se termine au beau milieu et qui te dit, allez, à dans un an pour la suite. Ouais, j'ai fait ça, mon gars. T'as un problème avec? C'est pas grave, le film que j'ai fait est irréprochable. Il est excellent. La musique est bonne, les comédiens sont très bons, t'as une vraie intrigue, t'as un vrai suspense. Et j'ai entendu dire que la projection presse avait laissé tout le monde sur le carreau parce que c'était trop court et que les gens voulaient en voir plus. Bah bravo, vous avez spoilé la fin du film. Du coup, je vais poster un tweet pour montrer à quel point je suis colère. On en a gros. C'était la partie no spoil. Bon, alors, la partie spoil. Alors, pourquoi Arthur va chercher Caradoc? Pourquoi? Il a eu un appel de la Dame du Lac, vite fait, à l'ancienne, ce qui au passage fait très plaisir pour le coup, parce que la Dame du Lac faisait partie de ces énormes pétards mouillés du premier film. Dame du Lac, qui au passage a toujours été un personnage central dans la série Kaamelott, je veux dire, tu fais pas la série sans elle. Là, pour le coup, elle reprend vraiment un rôle. La polémique sur Perceval, là. J'ai trouvé ça très intéressant tout le long du film, la manière dont Perceval est traité, parce qu'il est traité, et effectivement, il apparaît dans le film. Finalement, Perceval communique à distance, mais tout le long du film, je me demande, ah, il est sur un truc de dingue. Puis, t'as un des messages qu'il envoie qui finit par dire, ouais, je suis à côté du rocher, je surveille qu'il y ait personne qui retire l'épée. Attends, c'est tout ce qu'il fait du film? À la fin du film, on n'est pas plus avancé qu'au début, concernant Perceval. Et étant donné que c'est le truc qui fait grincer des dents la majorité des fans de Kaamelott, l'absence de Franck Pitio, t'es en droit d'attendre, enfin t'es en droit de te dire, bon, si Perceval était censé arriver à peu près à ce niveau-là d'importance, si le comédien avait joué dans le film, c'est qu'effectivement il n'y avait pas trop besoin. Alors je vais un petit peu revenir vite fait sur d'autres points. T'as Lancelot qui est très intéressant et qui est de loin le personnage qui vit le plus de choses, sur un plan épique, même si on sait toujours pas où est-ce que ça mène. Le délire de la magie noire est assez présent et donne envie d'en savoir plus. Mais entre la bande à Merlin et Lancelot, on n'est pas plus avancé que ça sur la partie magie noire. La partie qui m'a le plus surpris, et dans le bon sens du terme même, d'autant que t'as tout un délire qui s'organise autour de l'Orcanie sur l'idée que l'un des Orcaniens serait le futur meurtrier d'Arthur, ce qui nous laisse encore planer le doute par rapport à la véritable légende arthurienne
quant au fait que c'est le fils, Mordred, d'Arthur qui le tue à la fin, fils qu'il a avec Anna de Tintagel, sa demi-sœur. Virginie Ledoyen, si je dis pas de bêtises, c'est son nom, s'en sort très bien. D'ailleurs, dans la bande-annonce, j'ai absolument pas calculé qu'on la voyait déjà. Je veux dire, je me suis dit, c'est quoi ce groupe de transsexuels? C'est quoi ces gueules? Alors, je sais que c'est le maquillage et les costumes, mais waouh! On est à mi-chemin entre des elfes noirs de Warhammer, pour ceux qui connaissent les références, et les vampires dans Twilight. D'où le côté transsexuel. Il y a de l'action dans ce film, effectivement, et on n'avait pas un seul personnage vraiment badass dans la série. Je dégaine, je vous emmerde tous, et en plus je fais ça avec style, et il n'y a même pas d'ironie derrière tout ça. Alors ok, on pourra dire Léo Dingan, c'est la figure, machin, mais on l'a jamais vu faire physiquement du sale de manière stylée. Et on attendait ça dans le premier film, mais le combat Arthur-Lancelot était un petit peu en dents de scie. Alors moi j'ai bien aimé, parce que ça me rappelait un petit peu le côté Star Wars premier du nom, donc l'épisode 4, où ça se battait un petit peu à l'ancienne. Il y avait un côté à l'ancienne. C'était un combat qui se voulait plus, tu vois, psychologique que des jolies cabrioles physiques. Donc je comprends ce délire-là, mais moi aussi j'attendais la bagarre. Clovis Cornillac, voilà, pour arrêter de tourner autour du pot, Clovis Cornillac était excellentissime. Une merveille. Là, je suis fan. Attention, Clovis Cornillac, là, je fais OK. En fait, j'ai déjà tout dit dans la version no spoil, à savoir que le film, c'est juste une moitié de film. T'as Caradoc qui est paumé sur son île, qui s'est fait enfermer. Alors, encore une fois, pourquoi Arthur va chercher Caradoc? Ça aussi, c'est un problème. Et pourquoi il part avec Guenièvre? Je veux dire, Guenièvre, c'est pas une aventurière. Elle n'a pas besoin d'être là. Il n'y a pas eu de scène qui laissait entrevoir que Guenièvre allait partir avec Arthur à ce moment-là. Alors ok, il y a eu toute une phase dans le livre 5 où elle partait avec Arthur chercher son fils caché. Bon, ils étaient sur l'île de Bretagne, et l'île de Bretagne, c'était pas à proprement parler la grande aventure, quoi. Ils se baladaient sur l'île pour aller chercher ses maîtresses. Bon, là, en l'occurrence, elle part au milieu du danger. Pourquoi? Vraie question. Là, par contre, question narrative. Pourquoi? La bande des druides qui se retrouvent enfermés, d'ailleurs, oui, mention spéciale aux nouveaux venus de la bande, là, le druide, disons, intelligent, compétent, mais un peu snob. C'est comme ça que je le traduis dans son tempérament, qui est très sympathique, intéressant, et surtout qui a l'air d'être balèze, de savoir faire de la vraie magie. Bon, on avait déjà Elias de Kellywick, mais... Il ajoute une touche de sagesse au milieu de tous ces traînes la grolle, et ça fait plaisir. En fait, c'est un peu là-dessus que je pourrais conclure la vidéo, en fait. C'est que ce deuxième film se prend enfin au sérieux. Là où le premier film laissait entendre que c'était un gars tout seul dans son coin qui faisait son film, et qui attendait qu'on l'applaudisse, quoi. C'était un petit peu comme ça que je l'ai perçu pour le coup, parce que le premier film était très orienté sur la musique, qui au passage est excellente, et le deuxième film, la musique est toujours excellente, très bien, mais il y avait ce côté un petit peu je bricole, voilà, je bricole mon film. Là, le deuxième film, il a l'air beaucoup moins bricolé, beaucoup plus travaillé. Je dis pas ça à mal, quoi. Et le fait de le terminer comme ça, de manière ultra abrupte, je vous défie au passage de voir venir la fin, vous y arriverez pas, et il faut reconnaître que ça a de sacrées promesses pour la suite. Reste à voir comment les spectateurs en fait vont interpréter ce film, et est-ce qu'ils vont être suffisamment curieux pour attendre un an et voir la suite. Parce que même avec la scène post-générique, j'ai fait l'effort, on n'est pas plus avancé que ça. Je veux dire, Arthur qui est en train de nager sous l'eau, ok, super. Il y a intérêt que ce soit une sacrée scène, d'une sacrée importance, pour en faire à ce point-là parler. Est-ce que le Graal est sur l'île de Sicile? Je suis à peu près persuadé que non. Ça paraît très con, mais narrativement parlant, si à la fin du deuxième film, en partant du principe qu'il y a un dénouement au moins par rapport à cette intrigue-là de Sicile, on aura au moins un véritable indice quand tu as la nature du Graal au minimum, ou à son emplacement, voire les deux. Et d'une participation éventuelle,
peut-être physique, j'en doute fort, mais d'une participation plus aboutie du personnage de Perceval. À part ça, en fait, qu'est-ce que je pourrais développer par rapport à l'intrigue majeure du film? La bande qui va chercher Yvain Chevalier au lion, ils sont pas plus avancés à la fin du film qu'au début du film. La bande qui allait partir buter Lancelot, ben, ils ont été forcés d'abandonner en cours de route. T'as Lancelot qui a une arme magique. À part ça, les gens qui sont partis, enfin les jeunes, le groupe de jeunes qui est parti dans le nord pour aller dénicher le dragon, bon, le dernier dragon il est crevé, ok. En fait, narrativement parlant, la seule chose que je peux en conclure pour le deuxième film et pour la suite, c'est que chacun des groupes de personnages qui est parti à l'aventure va revenir avec un indice. Et que ce faisceau d'indices va converger vers la quête finale qui mènera à la quête du Graal, forcément, et à la résolution de l'éternel bisbille entre Arthur et Lancelot, qui va finir également par une bisbille avec sa sœur. Par rapport au film, c'est cohérent, c'est logique, ok. C'est tout ce que j'entrevois, parce que si tout le monde va aux quatre coins du monde et a chacun un élément différent qui ne sert à rien par rapport à l'intrigue qui nous intéresse principale, qui est de trouver le Graal, bah tout ça ne sert à rien. Et au vu de l'implication d'Alexandre Astier dans sa saga, qui est en rien comparable finalement, et heureusement d'ailleurs, à Ryan Johnson par rapport à Star Wars, oui, oui, j'ai commencé à boycotter Star Wars depuis le 8, donc vous ne m'enlèverez pas le fait qu'il y a un rapport à faire entre les deux sagas. Eh ben, je suis plutôt rassuré, je pense que ça va aller vers ça. Je suis plus qu'optimiste quant à la suite, sauf si le film est un énorme bide en salle. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu jusque-là et mes appréhensions se sont envolées. Donc, quelque part, c'est que voilà, je vous recommande d'aller voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Et de toute façon, je l'ai vu en avant-première, donc je vous emmerde. Voilà. Bon, bah, c'était tout ce que j'avais à dire. Il y aurait eu beaucoup plus de choses à dire. J'aurais pu détailler scène par scène, mais ça ferait une vidéo de 2 heures, ça ne sert strictement à rien. Je vous recommande d'aller voir le film. Il est excellent, sauf sa fin qui perturbe parce que ce n'est pas une fin. C'est une moitié de film qu'on vous propose. Démerdez-vous avec ça. Ah, et sinon, pour les efforts fournis en matière de costume, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, tout ça, tout ça. Ce serait gentil parce que j'ai l'intention d'en faire d'autres des vidéos de ce genre. Merci.